Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens en partenariat avec le quotidien La Croix, avec Radio Notre-Dame et RCF. Notre invitée aujourd'hui est Cécile Duflot. Bonjour Cécile Duflot, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes aujourd'hui députée Europe Écologie Les Verts de Paris. Vous avez été élue par certains quartiers qui ont été le lieu des attentats il y a 15 jours. Vous êtes coprésidente du groupe Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée nationale. Vous avez été ministre du Logement de 2012 à 2014. Vous avez quitté le gouvernement en désaccord avec le président de la République, notamment sur sa politique d'austérité. Vous n'avez pas souhaité devenir ministre de l'écologie. Vous vous êtes un moment rapproché du parti de gauche et de Jean-Luc Mélenchon. Et enfin, vous avez voté le prolongement de l'état d'urgence pour 3 mois. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Mathieu Castagnier pour La Croix. Bonjour. Par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Mazneau pour RCF. Bonjour. Alors je vous pose une toute première question, Cécile Duflot. La cote du président de la République a explosé, plus 22%. Il est aujourd'hui à plus de 50%. Ça vous étonne, ça vous inquiète ? Ni l'un ni l'autre. C'est assez. Dans les évolutions des cotes de popularité, on voit qu'il y a souvent un effet quand il y a des événements dramatiques, dans quelques pays que ce soit. Moi, je pense que la vie politique ne s'indexe pas sur la cote de popularité des uns ou des autres, d'ailleurs. Et ça c'est toujours traduit électoralement de manière improbable. C'est-à-dire qu'une forte cote de popularité n'est pas corrélée avec un bon résultat électoral. Donc c'est purement mécanique ? Oui, enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est mécanique, oui. C'est classique, on va dire. Classique. Voilà. Mathieu Castagnier, une première question. Oui, on le rappelait, vous avez voté la prolongation de l'état d'urgence, alors que certains députés de votre groupe ne l'ont pas fait. Est-ce que vous le regrettez au vu du déroulement et de certains incidents ou de certaines anomalies qui ont été rapportées ces derniers temps ? Est-ce que, si c'était à refaire aujourd'hui, vous revoteriez la prolongation de l'état d'urgence ? Alors, je l'ai voté il y a une semaine tout juste, et j'assume, je pense que l'état d'urgence, oui, ça peut être nécessaire. Et en revanche, il y a une certitude, c'est que l'état policier, c'est non. C'est-à-dire que là, un certain nombre d'événements ces derniers temps sont de nature à susciter une véritable inquiétude dans la mesure et la manière intelligente avec laquelle l'état d'urgence est appliqué. Donc oui, je pense qu'il y a... Intelligente, vous voulez dire l'inverse ? Oui, c'est-à-dire il y a des inquiétudes sur la dimension intelligente. C'était effectivement, c'est formulé comme une double négation, donc je vais vous dire les choses très clairement. Je pense qu'il y a une forme de démesure et un manque de contrôle dans l'application de l'état d'urgence aujourd'hui. Mais j'ai fait part de ces inquiétudes au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur. On voit bien aussi qu'une disposition qui avait été créée par la modification de la loi, c'est-à-dire que les tribunaux administratifs puissent juger en référé-liberté, c'est-à-dire puissent faire un vrai contrôle, eh bien à Rennes, ils se sont dessaisis au motif que l'urgence n'était pas constatée. Quand il s'agit d'assignation à résidence, on voit bien qu'il y a un souci. Donc oui, il y a un problème dans la mise en œuvre de l'état d'urgence aujourd'hui. Donc je pense que les décisions de contrôle du Parlement sur sa mise en œuvre, annoncées par Jean-Jacques Urvoas, sont une très bonne chose. Il faut un contrôle beaucoup plus fin, beaucoup plus serré. Je pense qu'il faut concentrer les moyens de police et les moyens de l'état d'urgence vers ce qui est utile et nécessaire. Et je pense que ça n'est pas le cas aujourd'hui quand on voit le nombre des perquisitions qui ont été réalisées. Romain Mazneau, RCF. Sur toutes ces questions, sur la réforme constitutionnelle, sur la déchéance de nationalité pour les terroristes binationaux, sur les frappes contre les sites de Daesh en Syrie, finalement, vous êtes dans l'opposition plutôt que dans la majorité. Une fois n'est pas coutume, vous êtes encore une fois plutôt pas pour l'unité nationale à tout prix, en tout cas. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je pense que sur ces questions qui sont des questions compliquées, il faut avoir un avis argumenté et raisonné. On ne peut pas, en tout cas dans cette période difficile, se positionner comme responsable politique en disant est-ce que vous êtes avec ou est-ce que vous êtes contre. La question, qui est la bonne question, c'est est-ce que c'est utile ? Est-ce qu'il était utile de prolonger l'état d'urgence ? Je pense que oui. Est-ce qu'il est utile de le contrôler parce qu'aujourd'hui, il est mis en œuvre avec une forme de démesure ? Là aussi, je dis oui. Je pense que là, il faut mettre un certain nombre de limites. Sur la question des frappes en Syrie, il y a un vrai sujet. Un vrai sujet simple, c'est que Daesh souhaite 3 réactions après ces attentats. La première, c'est fragiliser la relation avec les musulmans et la place des musulmans dans notre pays pour se constituer une nouvelle armée intérieure. On le sait, ça a été écrit par les idéologues de Daesh. Donc il faut absolument refuser ce piège-là. Le deuxième, qu'il souhaite également, c'est une surenchère militaire pour améliorer son positionnement et son statut de victime sur le territoire syrien. Donc il faut mesurer avec beaucoup d'équilibre le recours à la force sur le territoire syrien.
enfin le troisième, qui là aussi est connu, on l'a vu, en faisant emprunter à certains terroristes la voie des migrants, il veut qu'on jette le discrédit sur les migrants pour que l'Europe apparaisse comme étant une Europe inhospitalière. On sait très bien que la réaction d'Angela Merkel, des Allemands notamment, d'accueillir les réfugiés syriens avait été très déstabilisant pour ceux dont l'idéologie est de montrer que l'Europe et les Européens leur sont inamicaux. Donc je pense qu'il faut... Le gouvernement fait le jeu de Daesh. Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'il faut être très vigilant. C'est ces trois pièges-là qui nous sont tendus. Donc quand les trois pièges sont tendus, il faut éviter de tomber dans chacun de ces pièges. Donc je pense pouvoir exprimer un certain nombre de réserves ou de mesures sans être sommé de se dire vous êtes avec ou contre. Et l'unité nationale, évidemment, au lendemain des attentats, elle s'impose, je l'ai dit au Congrès. Mais elle nous oblige aussi à réfléchir aux moyens que nous utilisons et à réfléchir aussi à comment rester fidèle à ce qui fonde le cœur de la démocratie. Vous avez évoqué ce qui est en projet pour la réforme constitutionnelle, et notamment cette idée de déchéance de nationalité des binationaux. Je pense que c'est une grave faute. C'est une faute que de le proposer. Ce serait une faute encore plus grave que de l'adopter. Déjà, la réforme de la Constitution en situation de tension et de crise m'apparaît très problématique. On réforme la loi fondamentale calmement, quand on a réfléchi à l'opportunité. Là, c'est la principale réaction suite à des attentats. Non, c'est pas seulement que c'est trop rapide, c'est que la motivation, personne n'avait imaginé mettre ces dispositions. Vous savez, j'ai fait partie d'une commission de réforme sur l'avenir des institutions qui a travaillé pendant 8 mois après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Ce sujet-là n'a jamais été sur la table. Il y avait des constitutionnalistes, etc. Tout d'un coup, ça deviendrait une urgence. Et quand je vois les termes qui sont avancés, je pense qu'il y a un souci. Voilà, je le dis avec sérieux. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut que tous ceux et celles qui sont attachés à l'état de droit, au fonctionnement normal de notre démocratie, et au refus d'une dérive vers une forme de société de l'hyper-contrôle qui ne nous protège pas, doivent bien réfléchir et se poser beaucoup de questions sur ce qui est en train de nous arriver. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, toutes ces mesures sont prises ou annoncées parce que nous sommes en guerre. C'est notamment le Premier ministre qui l'a dit. Ça vous choque, ce terme de guerre ? J'ai une difficulté avec le terme de guerre, oui. Pourquoi ? Parce que la guerre, on le sait, répond à un certain nombre de règles, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Et notamment que ceux qui sont arrêtés sont des prisonniers de guerre, qu'on est dans un mode de fonctionnement qui est conventionnel entre les États. Et que, par principe, on fait donc la guerre à un État. C'est donc reconnaître à Daesh, qui est, je crois, une pègre criminelle, idéologisée, très organisée, le statut d'État, ce qui, moi, me pose un problème. On ne peut pas imaginer de pouvoir signer un armistice avec Daesh ou avec l'État islamique au Levant. Il y a quelque chose d'inéquitable. Par ailleurs, personne n'envisage de rappeler sous les drapeaux l'intégralité de la jeunesse de France. Donc, on voit bien qu'on a utilisé ce vocabulaire pour essayer de faire prendre conscience de la gravité de la menace. Alors, quel mot vous par ailleurs, moi je pense que nous sommes attaqués, ça c'est une certitude. Nous sommes attaqués à plusieurs titres, nous sommes attaqués physiquement dans notre chair, les massacres de 130 personnes et tous ceux qui ont été blessés, dont certains au pied de chez moi, c'est bouleversant. Mais il faut savoir que dans la méthode d'action de Daesh, il y a une dimension de communication très forte. Son objectif est bien de déstabiliser nos démocraties, la société française, la société européenne. Avec une grande part de communication, c'est pour ça que ces actions, on l'a vu, les décapitations en Syrie, sont des actions très violentes, très marquantes, parce qu'il y a dans son action une grande part donnée à la communication. Donc il faut être aussi très résistant. Et justement, je pense que rentrer dans cette logique d'escalade leur donne un statut qu'ils cherchent. Et je pense qu'il faut être très attentif à ça et très attentif aussi à déconstruire ce qui favorise leur recrutement, y compris de jeunes Français, ce qui ne peut pas ne pas nous poser de questions. Mathieu Castagnier, La Croix. Au-delà des mesures d'urgence, est-ce que, en fonction de ce qu'on voit, c'est-à-dire un certain nombre de gens plus ou moins surveillés, qui passent les frontières assez facilement, qui trouvent des armes, est-ce que vous ne pensez pas qu'au-delà des mesures d'urgence de l'enquête actuelle, cet arbitrage entre plus de sécurité, plus d'intrusion des services de renseignement dans notre vie quotidienne ou rester comme nous sommes, est-ce que vous ne pensez pas que cette question se pose ? Et quelque part, est-ce qu'elle ne se pose pas en termes très difficiles pour les écologistes qui ont toujours été extrêmement réticents à toute augmentation de l'appareil de sécurité ou de renseignement ? Il faut quand même... Là, en fait, moi, je vous demande simplement un peu de pragmatisme et de réalisme. Est-ce que les 12 lois antiterroristes votées depuis 10 ans nous ont protégés de ce qui est arrivé il y a 15 jours ? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut rien faire de plus ? Non. Je dis non. Ça veut dire, est-ce que c'est ça le bon moyen ? C'est-à-dire une intrusion, un renseignement général ? Je ne crois pas.
je pense, et un certain nombre de spécialistes le disent, ça n'est pas un avis personnel, que vis-à-vis de ce type de pègre criminel idéologisé, la bonne méthode, d'autres pays ont été confrontés à ça, c'est l'infiltration, c'est un service de renseignement, de terrain, de proximité très efficace. C'est pas de surveiller tout le monde. On a fait 2000 perquisitions, avec un résultat quand même extrêmement limité. On a trouvé des armes, 320, je crois, selon les chiffres du ministre de l'Intérieur, dont 200 chez une seule personne, dont une partie liée au trafic de drogue. Alors effectivement, il faudrait se poser la question du lien mais qui est historique et classique entre les terroristes et les délinquants de droit commun. Est-ce que ça veut dire surveillance généralisée? Non. Est-ce que ça veut dire perte de liberté? Mais vous imaginez, si nous perdons nos libertés, alors là, les terroristes ont gagné. Parce que je le disais, leur attaque très violente, c'est une société comme la nôtre, une société de partage, une société où chacun a sa place, où toutes les religions sont respectées. C'est ce fondement-là de notre société qui est attaqué. Si nous-mêmes, nous abdiquons, finalement, nous leur donnons une part de cette victoire. Mais est-ce que les Français ne sont pas, d'une certaine façon, consentants à cette abdication de liberté? Mais c'est difficile de tenir le discours que je tiens devant vous, parce qu'on dit, c'est la guerre, on est menacé, est-ce que vous voulez risquer de mourir ou perdre vos libertés? On se dit, non, c'est pas grave, en plus, moi, j'ai rien fait. Mais est-ce qu'on imagine ce que ça veut dire pour les centaines de personnes qui ont été perquisitionnées, dont certains totalement par erreur, quelle violence ça représente quand l'État est représenté par ses forces de police, déboule chez vous très violemment, etc. Aujourd'hui, il y a eu plus de gens qui ont été l'objet de perquisitions que de victimes. Donc on voit bien qu'il y a un équilibre très difficile à trouver. Mais je pense que nous devons garder un discours qui est un discours de raison. Pourquoi ? Parce que si nous ne gardons pas ce discours de raison, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite au contrôle généralisé, mais il n'y aura pas davantage de protection. Moi, je veux davantage de moyens pour les services de renseignement, pour les professionnels de la police qui font ce travail de terrain. Que oui, bien sûr, on identifie les foyers de radicalisation, les filières de recrutement, qu'on ait un travail de déradicalisation avec ceux dont on sent qu'ils sont sur le point de basculer, avec ceux qui reviennent de Syrie, en reconnaissant par exemple qu'ils se sont trompés, qui seront sans doute les meilleurs ambassadeurs auprès de ceux qui seraient susceptibles de se lancer dans ce type d'opération. Ça, c'est un travail fin, c'est ça? Oui, exactement. Je pense qu'il faut moins de communication, moins d'effets d'annonce et plus de précision et de sérieux. En tout cas, là, je parle en tant que responsable politique. Vous avez fait référence au lieu où je suis élue. Je pense que c'est ça qui protégera vraiment les habitants. Et non pas la surveillance généralisée. Quand on voit circuler des policiers ou des gendarmes dans la rue, ça peut donner ce sentiment-là. Mais vous savez, on a déployé énormément de gendarmes après les attentats de Charlie et de l'Hypercacher. Ça ne nous a pas protégés de ce qui est arrivé. Chacun le sait, le risque de ce type d'action est tellement important, notamment quand on a des personnes qui n'étaient ni fichées, ni identifiées de nationalité française et qui sont entraînées au tir dans les locaux de l'association de la police. On voit bien que le sujet, là, c'est pas celui de la surveillance généralisée. Les mailles du filet. Et je pense que c'est important de tenir ce discours maintenant, même si c'est difficile, parce que sauvegarder la démocratie et les libertés publiques, c'est toujours facile quand tout va bien. Quand c'est plus difficile, ce discours-là, effectivement, peut être attaqué. Mais il importe de le tenir. Et historiquement, je pense, aux périodes de la décolonisation, où il y a eu de grandes périodes d'attentats, c'est un discours de réalisme et c'est un discours de vérité et d'attachement aux libertés qui est celui qui est le plus porteur et le plus efficace à long terme, même s'il est plus difficile à tenir. Romain Masneau, RCF. Vous avez évoqué la déradicalisation. Justement, sur toutes ces questions liées à l'islam en France, votre parti, Europe Écologie Les Verts, est souvent perçu comme angélique ou laxiste. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour déradicaliser ces jeunes et puis pour lutter contre les mosquées où est prêchée la haine ? Alors, d'abord, vous voyez que dans le début de votre question, et je veux le dire parce que c'est très intéressant. Vous commencez par dire vous êtes angélique et c'est quoi votre terme ? Vous êtes perçu comme ça par une partie de l'opinion. Donc, mais en posant votre question, la fin de votre question est assez décrédibilisée par le début de votre question. Alors répondez la bonne réponse à la mauvaise question. Oubliez le début. La bonne réponse à la mauvaise question. Non, parce que c'est important, parce que je pense que dans la période, il est irresponsable, je pèse mes mots, de dire qu'un discours de solidarité, qu'un discours de lucidité, qu'un discours qui refuse les actes anti-musulmans et le racisme est un discours angélique. Et ça n'est sûrement pas ceux qui ont dit notamment que créer des failles et des fractures dans notre société était une prise de risque pour la société tout entière qui vont devoir s'excuser de la situation dans laquelle on est. Parce qu'une partie de ce qui a nourri l'action de ceux qui sont passés de ce côté absolument horrible du crime de masse, c'est aussi le sentiment de ne pas avoir sa place dans la société. Il faut regarder quel est le parcours de ces jeunes. C'est l'islamophobie qui crée le terrorisme, c'est ça pour vous ? Ce n'est pas ça que je dis. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis qu'en revanche, quand on regarde le parcours, si on veut comprendre ce qui nous arrive, et surtout si on veut essayer de lutter
et pour que ça ne se reproduise pas, il faut être lucide et il faut regarder les choses en face. Effectivement, le discours facile devant vous, c'est de dire « Allez, davantage de contrôle, davantage on lutte contre les libertés parce que le temps est à la menace, etc. » Ce discours-là, il ne souffre pas tellement de contre-attaque sur le principe, alors qu'en fait, il est très friable sur le fond. Vous parlez des mosquées. On sait très bien qu'il y a certaines mosquées avec un discours, on va dire, intégriste, mais comme des églises. C'est pas un foyer de terroristes, Saint-Nicolas du Chardonneret. Non, ils ne sont pas armés. Oui, mais et pourtant, ce sont des intégristes. Ouais. Donc, il faut être lucide sur le fait qu'il y a certains intégristes qui présentent un caractère de dangerosité. Moi, je réfute l'intégrisme religieux, quel qu'il soit. Et je pense que c'est une stérilisation de l'esprit. Et c'est un avis qui vaut pour l'ensemble des religions. Mais ça ne veut pas dire que le lien soit direct avec le passage à l'acte, au djihad militaire. Il existe néanmoins un certain nombre de lieux, pas forcément avec des imams, d'ailleurs parfois avec des prédicateurs plus ou moins insérés dans leur quartier, qui sont des filières de recrutement. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la nécessité de faire un travail de renseignement, avec des gens qui parlent arabe, le cas échéant, qui sont sur place, avec le lien avec un certain nombre de musulmans. Et vous parlez des écologistes, nous avons un élu, Noël Mamère, qui a été confronté à cette situation. Une mosquée sur sa commune, la commune de Bègle, sur la commune de Bègle, où le discours a commencé à être extrêmement ambigu. C'est avec des musulmans, et notamment avec les musulmans de la Gironde, avec l'imam de Bordeaux, qu'il a pu faire en sorte de faire partir. Il a été informé par les services de renseignement, qui l'ont alerté sur la situation, et cette mosquée, l'association qui la gérait, a été changée pour ne pas laisser la dérive qui était en train d'être constatée. Donc c'est un travail en finesse, mais c'est un travail qui dit aussi que les musulmans ont toute leur place dans notre société. Quand on rejette les musulmans à la périphérie, quand on dit que cette religion ne peut pas être exercée, comme on entend ces temps-ci, eh bien, on favorise effectivement ce que souhaitent d'ailleurs ceux qui sont les acteurs du terrorisme. C'est le piège que vous évoquiez. Qui invoquent l'islam. C'est qu'ils souhaitent qu'on ait un discours de rejet des musulmans pour pouvoir alimenter leur propre discours. Donc moi, je refuse de tomber dans ce piège et je refuse aussi l'assignation à l'angélisme quand on tient un discours qui, je pense, est un discours beaucoup plus responsable. Parce que quand le Danemark, vous parliez de déradicalisation, l'Allemagne ont mis en place ce type de programme, c'est très responsable. C'est-à-dire qu'on s'adresse à des jeunes, c'est à la fois, il y a des magistrats, il y a un suivi judiciaire le cas échéant, il y a des psychologues, il y a des gens qui sont très spécialistes de la question, qui font le pont, puisque souvent il y a une espèce de mélange entre une forme de nihilisme et une recherche religieuse. Donc il ne faut pas nier cette question religieuse, mais il faut avoir une approche globale de ces personnes. Et moi je préfère que nous consacrions des moyens à s'attaquer à la racine du problème, à ces individus identifiés, à éviter leur passage à l'acte, plutôt qu'à avoir un discours général qui finalement les laisse de côté et les laisse prospérer et laisse aussi les prédicateurs de haine trouver une justification à leur action. Très bien, nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Nous avons encore beaucoup de questions à aborder avec vous. Cécile Duflot, vous restez avec nous. À tout de suite. Merci. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invitée est Cécile Duflot, députée de Paris, coprésidente du groupe Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée nationale. Elle est interrogée par Mathieu Castagnier pour La Croix, par Anna Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Romain Mazenot qui pose la première question. Alors la COP21 se déroule en ce moment. Quand vous entendez des pays comme la Chine ou l'Inde dire qu'eux aussi, ils ont envie de suivre le chemin du développement et de rattraper le niveau de vie des Occidentaux, des pays du Nord, qu'est-ce que vous avez envie de répondre ? Comment on peut dépasser cette opposition nord-sud? Cécile Duflot. Je pense qu'elle est essentielle. Pourquoi ? Parce que c'est justement parce que nous avons eu ce modèle de développement très consommateur de ressources naturelles que nous sommes dans cette situation de crise climatique. Donc il faut absolument imaginer et permettre un développement des pays du Sud qui soit un développement compatible avec une vision soutenable de la planète. Si tous les Chinois veulent une voiture, qu'est-ce qu'on leur dit, Cécile Duflot ? D'abord, on sait que c'est très compliqué, notamment parce que les Chinois sont confrontés, et le Premier ministre chinois l'a reconnu lui-même, à une crise écologique qui n'est pas seulement la crise climatique, qui est celle de la pollution. Et donc, au bout d'un moment, on ne respire plus. Donc, on peut vouloir une voiture quand on n'arrive plus à respirer, c'est un sujet. De la même manière que c'est un sujet en France, quand on a développé le diesel de manière considérable, alors même qu'on connaissait les risques sur la santé, et qu'on fait face maintenant à une épidémie de maladies pulmonaires
chez les enfants. On ne peut pas se satisfaire de cette situation. Donc je pense que c'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre. Cet équilibre, il est simple, lutter contre le dérèglement et financer ce qu'on appelle l'adaptation, c'est-à-dire aider les pays du Sud à inventer un modèle de développement beaucoup moins consommateur de richesse et notamment basé sur les énergies renouvelables. D'où l'importance du fonds vert, ce fonds de 150 milliards d'euros, de son abondement pour aider les projets des pays du Sud. Pour ce qui est de la Chine et de l'Inde, je pense que là, il y a effectivement une discussion à avoir parce qu'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre de la Chine, pour la production de produits manufacturés, elles seraient imputées à nos pays qui sont consommateurs de ces produits. Aussi, oui. Bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir à l'économie circulaire, à un mode de consommation qui soit beaucoup plus responsable et beaucoup moins prédateur pour l'environnement et pour notre avenir, tout simplement. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, l'Église catholique a souhaité accompagner la COP21 en prenant des initiatives, des veillées de prière, des rassemblements, des pèlerins climatiques. Le pape François a eu des mots même assez forts. Vous pensez que l'Église... Nous sommes au bord du suicide. Nous sommes au bord du suicide, voilà. Vous pensez que l'Église est dans son rôle ? Ah oui, moi je pense que l'Église est dans son rôle et je peux vous dire que j'ai lu avec beaucoup de surprise et avec assez d'émotion d'ailleurs l'encyclique Laudato Si. Pourquoi ? Parce que d'abord je pense que c'est l'encyclique d'un pape du Sud qui parle de dette écologique, qui justement évoque cette question du lien social et environnemental, qui le dit avec des mots très forts et des mots très utiles. Je pense que chacun est dans son rôle parce que l'enjeu climatique est un enjeu de terrien, au sens d'habitants d'une même planète. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de négociation internationale seulement. Nous habitons tous, nous avons tous en partage une seule humanité. Que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas, que ça nous contrarie. Là-dessus, vous êtes d'accord avec le pape ? Ou que ça ne nous contrarie pas. Je vais vous dire, je suis en accord avec quasiment la totalité de son encyclique. C'est-à-dire que je retrouve les mots des écologistes qui sont justement une vision qui dépasse le simple enjeu économique, parce qu'on a chiffré les conséquences du dérèglement climatique, qui dépasse le seul enjeu écologique. On n'est pas seulement sur un enjeu d'environnement, on est aussi sur un enjeu d'humanité, un enjeu de capacité à penser la solidarité. Est-ce que c'est acceptable que les habitants de Kiribati et des Tuvalu perdent leur lieu de vie ? Parce que c'est ce qui va arriver, leurs îles vont être submergées. Et d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas une alerte énorme pour nous tous d'imaginer qu'on peut perdre le lieu et l'endroit où l'on vit ? Qu'en 2014, il y a eu pour la première fois davantage de déplacés pour cause environnementale que de réfugiés à cause des guerres. Donc on est dans un moment particulier et donc tout le monde doit s'impliquer. Évidemment, l'Église y ajoute une dimension spirituelle, mais qui n'est pas inintéressante, parce que je pense qu'une des difficultés qui est les nôtres, c'est aussi que nous avons perdu une forme d'enjeu collectif, de sens au-delà des questions matérielles. Alors chacun peut le trouver de manière différente, certains dans l'aventure politique collective, certains dans une dimension de foi, mais je crois vraiment qu'on a besoin de cette implication de tous et de toutes. Et j'espère que l'Église de France, et d'ailleurs sera fortement infusée de l'appel à l'engagement qui est aussi plus qu'implicite dans l'encyclique Laudato Si. On n'est pas seulement dans le fait de prier, mais aussi dans le fait d'agir chacun à sa place. Mathieu Castagnier-Lacroix. C'est un peu tôt pour voir sur quoi la COP21 va déboucher, mais beaucoup de voix, y compris chez les écologistes, saluent le discours, l'engagement de François Hollande sur ce sujet. Est-ce que vous partagez ce bon point qui lui est accordé sur ce sujet-là ? Écoutez, moi, le premier discours de François Hollande sur l'environnement, c'était la première conférence sur l'environnement en septembre 2012, si je ne me trompe pas, et j'avais dit c'était un discours émouvant à entendre pour une écologiste. Le problème que j'ai, et son discours à la COP était très, très beau, très émouvant. Mais alors pourquoi c'est le même président qui, là où il a la possibilité d'agir, c'est-à-dire en France, ne met pas en œuvre ce qu'il défend ? C'est ça qui me peine. Vous pensez à l'écotaxe, au portique ? Je pense à l'écotaxe, je pense à beaucoup de sujets. Mais hier soir, enfin la nuit de mercredi, de mardi à mercredi, si je ne me trompe pas, ils ont décidé de plafonner à 200 € le remboursement des indemnités kilométriques vélo. Et la médiocrité de la décision. Et l'enjeu, pourtant, autour me désole. Donc voilà, je rejoins les mots de Jean-Louis Borloo, qui a dit très bien, mais aux actes, camarade président, c'est vrai. On ne peut plus prêcher ni pleurer dans le désert, il faut passer aux actes. Et donc, que le même président ne soit pas cohérent dans la politique qu'il mène et dans les enjeux qu'il plaide avec beaucoup de force et avec les bons mots. Il a parlé de la dette écologique, il dit des choses très justes. Ça, je ne
ne l'explique pas. Il faut agir. Le milliard de l'écotaxe, ça vous est resté en travers de la gorge? Mais c'est plus qu'en travers de la gorge, parce qu'on est dans un débat aussi économique en France et politique où on dit on doit faire face à la dette, il faut être dans une situation d'économie, très bien, mais là on jette de l'argent par les fenêtres. On jette de l'argent par les fenêtres. Parce que le milliard dont vous parlez, c'est ce que ça nous coûte, alors que ce dispositif devait nous rapporter de l'argent. Rapporter pour financer des de l'argent, notamment pour financer les projets de transport en commun. Aujourd'hui, on sait bien que l'agence qui finance les infrastructures de transport, l'AFIT, manque d'argent. Alors qu'aujourd'hui, sauver le réseau secondaire ferré, c'est absolument essentiel. Vous savez, je suis en campagne des régionales. Moi, dès que je peux, je prends le train, pas tout le temps, mais dès que je peux, et notamment les réseaux secondaires. Enfin, quand on voit le niveau d'entretien de certains, le train qui traverse le Massif central, qui s'appelle le Cévenol, qui a été arrêté pendant des mois. Enfin, on peut pas avoir un double discours. Moi, je suis très sensible au beau discours, mais alors je crois que j'aime encore davantage quand les actes correspondent au discours. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, certains vous accusent, pas vous personnellement, mais les écolos, de complaisance vis-à-vis de groupes violents qu'on a vus à l'œuvre, par exemple dimanche, place de la République, alors que la manifestation était interdite. Vous condamnez ces violences, j'imagine? Oui, mais bien sûr, on l'a fait 150 fois. D'ailleurs, je pense qu'une partie d'entre eux, c'est pas la motivation de la manifestation est très déliée de leur volonté. Il y a de tout temps, et ça existe depuis, depuis le XVIIIe siècle, des activistes qui ont envie de se confronter avec les forces de l'ordre. Il y a tout un tas de motivations. Ils ne sont pas très nombreux, on va dire les choses. Ils sont actifs et violents. C'est très désagréable. Moi, je vis ça très désagréablement. Mais il ne faut pas confondre non plus avec une grande partie de ceux qu'on appelle les zadistes, dont certains que je connais, qui sont beaucoup de jeunes. Et d'ailleurs, je pense que notre société, les adultes et les responsables politiques, devraient se sentir très interpellés par le fait qu'une grande partie de cette génération, aujourd'hui, est capable de pouvoir dormir dehors pendant des jours et des jours pour défendre une zone humide, comme c'était le cas à Sivins. Ça vous paraît positif? Mais il faut aller les voir, les voir. Et d'ailleurs, ce qui est important de constater, c'est que dans tous les pays du monde aujourd'hui, la jeunesse se lève sur beaucoup de sujets qui sont liés aux questions environnementales. Au Brésil, sur la question du prix des transports en commun. En Turquie, on sait bien que ça a commencé autour de la destruction du parc Gezi qui voulait être donné aux promoteurs. Il y a beaucoup de ces mobilisations de la jeunesse qui sont liées à ces questions-là. Et je pense que pour faire beaucoup de déplacements et me rendre dans des écoles de commerce, dans des lieux où il y a des étudiants, j'aime bien... Il se passe des choses. Mais j'entends pas le même discours qu'il y a 10 ans. Je pense que dans la prise de conscience, il y a quand même une vraie évolution. Et ils ont raison, ils ont 20 ans. C'est à eux que nous allons laisser cette société. Et donc cette prise de conscience de la jeunesse qui trouve d'autres formes et qui aussi trouve des formes d'action la plupart du temps non violentes mais directes, c'est-à-dire qu'ils veulent défendre très clairement les arbres et les animaux menacés par un barrage, c'est aussi parce qu'ils ne croient plus à la politique. C'est-à-dire qu'ils considèrent que les politiques sont discrédités. Et qu'ils ne vont pas voter pour vous, Cécile Duflot. Ni pour personne, du reste. Pour le coup, quand les jeunes votent, ils votent beaucoup plus pour les écologistes que les plus vieux. Donc ça me rassure. Très, très mais oui, 50% n'ont pas voté. Voilà. Et ça doit interroger tous les responsables politiques. D'ailleurs, une société comme la nôtre, une démocratie comme la nôtre, où il y a en même temps cette dérive autoritaire du pouvoir en place, parce qu'il faut le constater, c'est ça, et j'espère qu'il va y avoir un ressaisissement et que notamment les parlementaires vont y contribuer, et en même temps une grande partie des citoyens qui ne votent plus. On sent bien qu'on est sur un moment de déséquilibre qui peut être important. Mathieu Castagnier, La Croix. Juste, vous parliez des projets de Sivins ou de Notre-Dame-des-Landes, au-delà de ce qu'on peut en penser, des imperfections techniques, etc. Il y a quand même, c'est des projets qui ont été à un moment décidés démocratiquement par des élus. Au nom de quoi vous soutenez le fait qu'une partie de ces jeunes qui justement n'ont même pas été votés pour ces élus, ou de jeunes ou pas jeunes, disent à un moment non, ce projet il n'est pas bon, alors que quelle que soit sa légitimité au projet économique, il est soutenu par des élus. Donc vous qui voulez renforcer le caractère démocratique, décentralisé, comment expliquer qu'à un moment, vous dites non, ce qu'ont dit les élus, finalement, c'est moins important que les résistances locales? Mais parce que d'abord, sur les deux projets auxquels on pense spontanément, c'est-à-dire le barrage de Sivins et l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, la prise de décision des élus, elle est très sujette à caution. Notamment parce que les études qui ont servi à justifier cette décision sont très contestables. Sur Sivins, il y a une expérience triste. On va pas refaire le débat sur ces deux projets. Non, parce que vous me posez une question, donc on va aller au bout. C'est une question plus sur le principe. Oui. Comment expliquer, comment justifier que même avec de bonnes raisons, on s'oppose à une décision qui est, quoi qu'on en pense, démocratiquement prise. Barrage de Fourogue, décision démocratiquement prise, que les opposants contestaient en disant qu'elle avait été prise pour de mauvaises raisons et que les raisons qui avaient abouti à la déclaration d'utilité publique étaient erronées. Ils ont eu raison. Le tribunal, en justice.
Oui, c'est-à-dire selon un processus légal. Après la construction du barrage. Oui. Voilà. Après la construction du barrage. Alors moi, je suis allée voir les jeunes. Qu'est-ce que vous voulez dire aux jeunes qui vous disent « mais bien sûr qu'on va avoir raison en justice, comme pour Fourogue, mais si on n'est pas là, le barrage sera construit ». Et donc là, et le président de la République s'y était engagé, il ne l'a pas fait, c'est encore une erreur. Il faut changer les modalités de prise de décision. D'abord, on peut imaginer une meilleure concertation, parce que je ne crois pas que 50 conseillers généraux, tout seuls, aient forcément raison. On peut imaginer. Mais quand on met en débat, de démocratie aujourd'hui. Justement, mais quand on met en débat les projets dans le cadre du débat public, par exemple, je l'ai vécu avec le réseau ferré du Grand Paris, le projet initial de Nicolas Sarkozy, démocratique, était président de la République, selon vos critères. Il a beaucoup évolué grâce au débat public et il a été soutenu très largement et il n'est pas contesté. Ce qui est très intéressant, c'est un projet encore plus important, mais parce qu'il est passé par le filtre du débat public, parce que les arguments ont été avancés. Et sur ces deux projets, Notre-Dame-des-Landes et Sivins, si on va au bout des arguments, ça ne tient pas. Ça ne tient pas pour l'irrigation, ça ne tient pas économiquement, ça ne tient pas aéronautiquement, et ça ne tient pas écologiquement. Donc, et chacun le sait d'ailleurs, dès qu'il n'y a plus de caméras. Il faut un vrai débat public, c'est ça. Donc il faut un vrai débat public qui formalise la décision politique. Et la démocratie, c'est aussi la manière de pouvoir assumer et défendre. Et quand on croit à un projet, on est capable de le défendre. Mais vous savez, moi je défends un changement de la Constitution qui est de faire évoluer la République, qu'elle ne soit plus seulement laïque, sociale et démocratique, mais aussi écologique. Et du coup, quand on fera changer nos institutions, quand on dira justement, puisqu'on a fait de beaux discours à la COP21, nous, en France, on veut que l'ensemble des dispositions que nous prenions aillent dans le sens de la limitation à 2 degrés et de la lutte contre le dérèglement climatique, eh bien nous résoudrons démocratiquement cette question, parce qu'on pourra aisément prouver que ces projets ne sont pas des projets... Donc vous voulez enrichir la démocratie. Je veux enrichir la démocratie et je veux surtout lui faire intégrer cette dimension du moyen et du long terme qu'impose la lutte contre la crise climatique. Mais attention à ne pas dire, à ne pas reprendre cet argument de ces projets sont formidables et ils ont été validés. Et surtout, si la justice arrive à invalider une décision après la réalisation des travaux, ça, quelque part, moralement, ça justifie la présence des gens sur le terrain. Parce qu'ils disent, vous êtes gentils avec vos règles, mais vos règles, elles vont permettre que rien ne soit respecté. Une dernière question brève pour une réponse brève de Romain Mazeno, RCF. Pour revenir à la COP21, Frédéric Mounier le rappelait en début d'émission, vous auriez pu être ministre aujourd'hui, vous pourriez être ministre de l'écologie par exemple, avoir un rôle de premier plan dans la COP21. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de frustration pour vous d'être sur le banc de touche à regarder passer les trains et les avions de la COP21 ? Ou peut-être que c'est mieux d'être dans l'opposition, Cécile Duflot, non ? Non, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que moi je suis toujours pour que les écologistes participent aux responsabilités quand ils ont les moyens d'agir. Parce que ce que je n'aurais pas du tout aimé, c'était être décoratif, c'est-à-dire être celle qui va au banc pour dire qu'il faut limiter à 200 € par mois le remboursement, 200 € par an le remboursement des frais de vélo, être celle qui va défendre l'abandon de l'écotaxe. Ça, c'était pas possible pour une écologiste. Donc, une ministre écologiste peut être extrêmement utile dans un gouvernement dont le cap est celui de la transition écologique. Et la réalité, c'est qu'il l'est dans le discours, mais il n'est pas dans les actes. Et je le regrette. Je vais vous dire, je pourrais même être totalement sur le banc de touche, ne même plus être élue. Si le gouvernement de mon pays allait dans le bon sens, je le soutiendrais. J'étais chef d'un parti clairement d'opposition, Europe Écologie Les Verts. Quand Nicolas Sarkozy a décidé de lancer la taxe carbone, je suis allée dans son bureau pour lui dire « Monsieur le Président de la République, nous vous soutiendrons ». Donc je n'ai pas d'ambiguïté à soutenir celles et ceux qui vont dans le bon sens. C'est pour ça qu'on est parfois surpris du soutien que je peux apporter à certaines dispositions présentées par le gouvernement, parce que je ne me considère pas comme dans l'opposition ou dans la majorité. J'ai contribué à la majorité de 2012 et je regrette qu'après 3 ans et demi d'exercice du pouvoir, 3 ans et demi, oui, nous en soyons là. C'est-à-dire que nous soyons dans un moment où le Front National menace de remporter un certain nombre de régions, où nous n'avons pas mis en œuvre les engagements en matière d'écologie et en même temps, nous prononçons, ou le président de la République prononce de très beaux discours. C'est ça, ma frustration, elle est uniquement là. Et je peux vous dire que s'il y avait n'importe qui d'autre, ministre de l'écologie, qui mettait en œuvre une politique qui va dans le sens de la lutte contre le dérèglement climatique, je dirais simplement bravo. Si j'avais eu la possibilité et l'assurance, il y a quelques mois, de pouvoir avoir les clés d'action, j'aurais évidemment pris mes responsabilités. Mais il faut être très lucide sur la capacité de chacun. Et ce n'est pas une ministre écologiste qui pourra faire changer un cap politique global qui n'est pas celui qui va dans le bon sens. Et aujourd'hui, je le regrette, c'est la réalité. Peut-être qu'après la COP21, il y aura une révélation. Peut-être que le président de la République se dira, maintenant que cet accord existe, il faut le traduire dans les actes et dans la politique menée dans ce pays. Je n'espère que ça. Mais comme dit François Hollande, rien ne se passe jamais comme prévu. Cécile Duflot, nous allons marquer une nouvelle pause. Nous avons encore beaucoup de questions à vous poser, notamment sur les élections régionales. Vous restez avec nous, à tout de suite.
Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec notre invitée Cécile Duflot, qui est interrogée par Mathieu Castagnier pour La Croix, par Romain Mazenot pour RCF et Alain Baron pour Radio Notre-Dame. C'est Alain Baron qui pose la première question. Oui, madame, nous sommes à la veille du premier tour des régionales. Les sondages prédisent une forte poussée du Front National, voire une victoire dans 2, peut-être 3 régions. Un grand quotidien régional a pris position ouvertement. La Voix du Nord. La Voix du Nord, pour ne pas le citer, contre le Front National. Vous trouvez que c'est le jeu normal de la démocratie qu'un quotidien fasse cela? Vous savez, moi je lis la presse depuis des années et je suis très attachée à la liberté de la presse. J'ai lu un très grand quotidien national appelé dans son édito à virer les écologistes du gouvernement à l'époque où j'étais ministre. Donc la liberté de la presse, ça veut dire la liberté de prendre parti. Une partie des quotidiens ou des mensuels de ce pays sont issus d'une histoire politique ou spirituelle. Et donc c'est normal, c'est ce qu'on appelle la ligne éditoriale d'un journal. Ça n'existe pas de ne pas avoir une lecture particulière. Donc oui, je trouve ça normal, surtout qu'en plus, le travail a été fait sérieusement, c'est-à-dire de dire quels sont les arguments qui permettent cette prise de position. Vous pensez que ça peut être efficace ou contre-productif ? Ça, c'est une question. Moi, je crois qu'il est tard. C'est-à-dire que les racines qui ont stimulé le vote pour le Front National sont profondes. Et je ne peux que le regretter. Mais je pense qu'une partie de celle-ci, c'est d'abord la créditation d'un discours qui est un discours de fracture, qui est celui de la majorité précédente et de tout ce qu'a dit et fait Nicolas Sarkozy, avec un pari politicien de dire en tenant le discours qui est proche du Front National, je vais récupérer ses électeurs. Non, ça a eu un seul effet, ça a fait grossir le Front National. Il se trouve qu'après l'alternance et la majorité de gauche et écologiste que nous connaissons, une partie du discours a continué à donner prise à ça. Et puis, il y a une forme d'identification des politiques dans une même famille qui ne respectent pas leurs engagements. Et voilà, donc ce cocktail-là, avec aussi davantage de chômage, une crise sociale, fait une situation qui est une situation menaçante pour la démocratie, parce que très clairement, ça n'est pas un parti qui apprécie la démocratie, et un certain nombre de leurs déclarations en attestent. Romain Mazenot, RCF. Toujours sur le Front National, est-ce que vous dites bravo à Pierre Gattaz, le président du MEDEF, quand il alerte sur les dangers possibles d'une victoire de l'extrême droite dans 1, 2 ou 3 régions ? Chacun a le droit de s'exprimer. Je partage en même temps le programme du FN au programme commun de 81. C'est ça. Et au programme de l'extrême gauche. J'imagine que ça ne vous convient pas. Ça vous paraît juste comme comparaison ? Non, ça ne me paraît pas juste, mais ça me paraît bien illustrer l'espèce de maelstrom psychologico-politique dans lequel on vit. C'est-à-dire que tout vaut tout. On peut effectivement considérer comme l'insulte suprême le programme de François Mitterrand en 1981. Pour beaucoup de gens, c'était quand même une grande victoire, il faut le dire. La coller à l'extrême droite. Enfin, vous voyez bien que, du coup, les lignes de fracture, le sens politique des uns et des autres, l'identité des politiques à des convictions devient très compliquée. Très compliqué. La confusion. Donc c'est pour ça que, si je reprends ce que vous me disiez tout à l'heure, vous parliez des écologistes et du positionnement des écologistes. Moi, je revendique, même dans les périodes de tempête, de garder serrées mes convictions, que ce soit sur l'écologie, que ce soit sur les libertés publiques, de tenir le même discours. Donc on peut être en désaccord, on peut débattre, mais mes convictions ne fluctuent pas. Et on pourra rarement me faire évoluer sur ce qui fait le cœur de cet engagement-là. Ça n'empêche pas les compromis, ça n'empêche pas le dialogue. Là, on voit bien que quand on en est là, tout vaut tout, et c'est à mon avis très problématique dans le sens même qu'on donne à la politique. Mathieu Castagnier, La Croix. Toujours sur cette question du Front National, un certain nombre de voix, dont celle du Premier ministre, appellent à tout faire pour l'empêcher d'accéder à la présidence de région. Est-ce que, à vos yeux aussi, c'est une priorité qui nécessitera, y compris des choses difficiles, je ne sais pas, appeler à voter pour des gens comme Christian Estrosi, retirer des listes, fusionner des listes droite et gauche pour faire barrage au Front National ? Cécile Duflot, le second tour. Écoutez, moi, le choix que j'ai fait pour faire barrage au Front National, c'est de m'engager, de considérer que, justement, effectivement, la social-démocratie est épuisée, qu'il faut de nouvelles solutions, mais que ces solutions, elles sont écologistes. Ce n'est pas des solutions nationalistes, de repli sur soi et qui se basent sur la haine de l'autre. Donc, mon combat contre le Front National, c'est surtout un combat de proposition pour dire, arrêtons de dire, il faut faire contre. Voilà ce qu'il faudrait faire pour. Voilà ce qu'il faudrait faire pour retrouver de l'emploi. Et notamment en Nord-Pas-de-Calais, Picardie, on voit bien que les filières liées à la transition écologique sont créatrices d'emplois. Que quand on développe les renouvelables, on a 3 fois plus d'emplois que quand on fait du nucléaire, par exemple. Et ça a un impact très concret. Est-ce que c'est audible, Cécile Duflot ? Je ne sais pas si c'est audible. Et souvent, on dit, mais dans ce climat-là. Mais moi, je continuerai de le dire parce que c'est juste. Parce que c'est juste, tout simplement. Et donc, ensuite,
on est à quelques jours du premier tour. Donc pour moi, le chemin essentiel, c'est d'affirmer ce projet-là, qui n'est pas propriété privée des écologistes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on veut le soutenir, il faut voter pour les listes écologistes. Et dans le Nord-Pas-de-Calais, pour Sandrine Rousseau et pour Sophie Camard en PACA. Mais c'est très juste. Enfin, vous souriez en disant c'est un peu... Non, ce n'était pas tout à fait la question. Oui, la question mais je vais était, répondre. faudra-t-il se retirer? Mais Faudra-t-il appeler à voter pour la droite? Vous comprenez contre que l'extrême si on droite commence à baisser les bras avant, en fait, on ne fait plus rien du tout. D'ailleurs, à ce moment-là, il faut carrément arrêter de se présenter et arrêter de faire de la politique. Mais ensuite, évidemment, pour le deuxième tour, en fonction des résultats, il faut se poser des questions. Moi, ça m'est déjà arrivé dans ma vie d'appeler à voter pour des candidats de droite contre le Front National. Donc, si ça m'est déjà arrivé, ça peut arriver de nouveau. Mais il ne faut absolument pas baisser les bras, et notamment à ceux et celles qui y croient plus trop, et à tous ces gens, la moitié de la population qui pense qu'ils ne vont pas aller voter. Moi, je leur dis, mais baissez pas les bras avant. Essayez au moins. Et en tout cas, moi, je suis convaincue que... on sème des petits cailloux et on continue d'écrire une histoire. Et que l'histoire de la montée du Front National, elle n'est pas inexorable, mais elle dépendra aussi de notre capacité à réinventer un projet de transformation sociale, un projet moderne, et ce projet-là, il sera écologiste. Donc c'est ce chemin-là aussi qui ne s'arrête pas le soir du premier tour, mais qui ne nous interdit pas de regarder la réalité en face, bien sûr. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Dans le débat sur les régionales, on entend principalement parler de trois formations. La gauche gouvernementale derrière le PS, la droite derrière les Républicains, et puis le Front National. C'est un peu paradoxal, on parle de la COP et du climat partout, et on ne vous entend pas dans la campagne. Qu'est-ce qui se passe? Cécile Duflot. Parce que c'est vrai qu'on est dans un contexte politique où on polarise énormément, où le climat politique a été très fortement impacté par les attentats et le drame que ça a constitué. Mais ça ne nous empêche pas de faire campagne partout. Il y a des candidats écologistes dans toutes les régions. Il y a des listes écologistes dans toutes les régions. Je pense que ce qui se passe en Midi-Pyrénées-Languedoc avec la candidature de Gérard Onesta, avec un rassemblement qui est un rassemblement très large et qui réinvente, on parlait de ça, qui réinvente peut-être, qui commence à réinventer ce que peut être un projet qui gagne, un projet majoritaire et un projet qui ne sera pas décevant de la gauche au XXIe siècle. Donc je dis que, bien sûr, le monde politique médiatique a tendance à la simplification, mais on fait entendre une autre voix, et pas à pas, jour après jour, sans baisser les bras. Et que la vie politique, c'est des grands événements brutaux. Et j'espère que nous ne vivrons pas cet événement de la victoire du Front National, mais ça peut arriver. Ça peut aussi être un renversement, justement, se dire il faut qu'on trouve une alternance politique profonde, et cette alternance, elle est nourrie de l'écologie. Mathieu Castagnier, La Croix. Vous nous dites qu'il y a des listes écologistes dans toutes les régions. Il y a aussi des candidats écologistes sur toutes les listes. Comment vous vivez le fait que dans quasiment toutes les régions, un certain nombre de vos amis qui siégeaient avec vous sont maintenant préférés rejoindre directement les listes socialistes au premier tour? Est-ce que c'est un échec de l'autonomie Alors, vous savez, ça fait 15 ans que je fais campagne, ça fait 15 ans que je vois ça. Ça s'appelle un peu « sauf qui peut mon poste ». C'est individuel, c'est même, j'allais dire, humain. Et pour une grande partie d'entre eux, je ne leur en veux pas. Voilà, on voit bien qu'il n'y a pas aujourd'hui de sens politique profond à ça. Il y a l'idée de dire... Opportunisme. Oui, et je l'ai vécu la dernière fois. Je l'ai vécu en 2004 aussi. Enfin, on le vit à chaque élection. C'est un peu dommage, mais ça marche dans les autres sens. Il y a aussi des socialistes qui ont décidé là, il y a quelques jours, dans le 17e arrondissement de Paris, d'être très nombreux à soutenir Emmanuel Cos pour le premier tour des élections régionales, en disant maintenant il faut revivifier la politique, et pour ça il faut le faire avec les écologistes. Donc voilà, il n'y a pas un problème il n'y a pas des déchirures en ce moment spécifiques chez les écologistes. Le groupe que vous co-présidez a été obligé de changer de président parce que justement il est divisé en deux parties égales. C'est quand même compliqué de nous dire que c'est juste les petites stratégies. Vous avez raison, c'est très visible. Ouais, non, visible. Non, ça n'existe. Enfin, si vous regardez le nombre de personnes en tout, en France, c'est très peu. Mais je ne peux pas vous contester le fait que médiatiquement, c'est très visible, puisque parmi eux, il y a des parlementaires. Moi, j'ai une petite interrogation sur le parcours de ceux qui ont gagné leur élection grâce au soutien d'une famille politique engagée de longue date et qui a mené un long combat, y compris pour pouvoir faire cet accord en 2011. Mais c'est des choix personnels. Donc oui, c'est très visible. Non, ça ne représente rien. C'est ça qui est paradoxal, mais ça se verra jour après jour. Et d'ailleurs, jour après jour, vous voyez bien que c'est la dynamique pour les listes écologistes qui est compliquée dans cette période compliquée, elle n'a pas été impactée par ces événements.
Romain Mazenot, RCF. La scission chez les Verts qu'on a vue à la fin de l'été dernier... C'est pas une scission. Ah, c'est pas une scission. Non, c'est, on va dire, allez, c'est 50 démissions. Ça s'appelle pas une scission. Les Verts ont vécu une scission. Je ne le nierais pas si c'était vrai. Ouais. Quand Antoine Vechter est parti, il est parti avec la moitié des adhérents. Ça n'est pas du tout ce qui s'est produit. En tout cas, ces départs, qui en est responsable? Est-ce que c'est d'abord vous? Est-ce que c'est François Hollande qui a su appuyer là où ça fait mal, en ralliant à lui ceux qui lui sont favorables? Qui est responsable? Écoutez, moi, vous savez, il y a une chose qui est assez simple pour regarder mon parcours, c'est que j'ai souvent dit exactement la même chose. Moi, je suis pour les compromis et pour les accords, mais pour qu'ils soient tenus. Et quand ils ne sont pas tenus, il faut constater qu'ils n'existent plus. C'est ce qui s'est passé en 2014. Voilà. Ensuite, sur le sens de l'écologie, l'originalité de l'écologie, la nécessité d'être inventif, d'avoir une capacité d'action dans la société et aussi dans les institutions, c'est la même histoire. Je pense que vous pouvez regarder ce que j'ai dit il y a 6 mois, il y a 1 an. J'ai quand même une certaine constance dans mon expression. Donc, je veux bien, si ça arrange certains de personnaliser, c'est possible. Mais ensuite, là où vous avez effectivement raison, c'est que dans le moment de perturbation politique, certains se sont dit que le chemin de long terme qu'il fallait prendre si on voulait faire le choix de ces convictions écologiques était un peu trop long ou trop aride pour eux. C'est la vie. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, Madame Royal a coutume de dire qu'elle est contre l'écologie punitive. Est-ce que vous soutenez ces petites mesures qui énervent nos concitoyens, qui sont aussi des électeurs? Je prends un exemple, c'est l'interdiction prochaine des voitures de plus de 17 ans à Paris. C'est une mesure qui a été votée par le Conseil de Paris, qui va toucher principalement des gens peu aisés. Est-ce que c'est de l'écologie punitive, ça? D'abord, cette formule est stupide. Voilà, je le dis, parce que l'écologie punitive... Et tant pis pour Ségolène Royal. Non, mais parce que l'écologie punitive, c'est aujourd'hui ceux qui respirent de l'air pollué. C'est ça. Et c'est ne rien faire. Enfin, je sais bien que je ne devrais même pas vous dire ça comme ça, parce qu'on dit, ah ben voilà, c'est la réponse, etc. Mais il faut dire qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile. Vous posez une question intéressante. Et moi, je suis de ceux qui considèrent qu'il faut faire attention aux mesures totalement générales. Parce qu'il y a des gens qui peuvent conduire une voiture ancienne parce qu'ils y tiennent et qui peuvent l'utiliser une fois par an. Voilà. Ensuite, il faut dire les choses. Bien sûr que si on veut aller vers une lutte efficace contre la pollution de l'air, il faut rouler moins en voiture dans les zones urbaines. Il faut interdire les camions, il faut mettre en place. Et donc, c'est ce chemin-là qu'il faut prendre, mais pour ça, il faut que les transports en commun soient plus fiables, plus confortables et moins chers. Voilà, je suis cohérente, donc ça n'est pas une mesure, c'est un pack de mesures. Et c'est ça que dit Emmanuel Cos dans le projet francilien de lutte contre la pollution de l'air. C'est une vision globale où on fait tout en même temps, où justement on n'interdit pas à certains de rouler tout en ne leur permettant pas de solutions alternatives. Mathieu Castagnier-Lacroix. Sur les régionales, j'ai bien compris que vous souhaitiez parler du premier tour. Il y aura aussi le second. Est-ce que partout, vous pensez... J'ai bien compris que vous préférez que le second tour. Non, mais il va arriver vite. Disons. Est-ce que vous pensez que partout, les écologistes et la gauche, le PS, ont vocation à se rassembler? Ou est-ce que vous pensez que ce n'est pas aussi automatique qu'on le dit parfois? Il n'y a pas d'automaticité. Il y a la volonté de trouver une majorité, les clés d'une majorité de gauche et écologiste. C'est le cas dans toutes les régions aujourd'hui, sauf en Alsace, où c'est la droite qui gouverne, et en Bretagne, où Jean-Yves Le Drian, lors des dernières régionales, avait refusé la discussion avec les écologistes. Mais partout ailleurs, ça a été le cas, et je pense que ça a été le cas avec plutôt du succès. C'est-à-dire que là où les écologistes étaient nombreux, je pense à l'Île-de-France, avec la mise en œuvre du pass unique, vous savez, j'étais la seule à défendre cette mesure au premier tour des élections régionales. Parce que vous voyez que le premier tour est important. On a fait 16%. Cette question a été dans la discussion. Nous voulions faire un accord avec Jean-Paul Huchon, mais si, je le dis tranquillement, j'étais tête de liste, s'il n'y avait pas eu l'accord sur cette disposition, je pense qu'il n'y aurait pas eu d'accord avec le Parti socialiste. Donc non seulement nous avons fait l'accord avec cette disposition, elle a été mise en œuvre, mais maintenant, et c'est là que c'est satisfaisant, tout le monde s'en félicite et tout le monde dit qu'il va le garder, et même je crois que Claude Barthelone fait campagne en se félicitant du pass unique à 70 €. Donc vous voyez que le chemin des écologistes, c'est aussi de convaincre, c'est pas seulement de gagner tout seul, et que si au niveau national on était dans le même scénario, on serait dans le même état d'esprit au sein de la majorité. Donc oui, les écologistes chercheront, j'espère de la même manière que les socialistes et d'autres, les voies d'un accord. Il n'y a pas d'automaticité, il y a cette volonté. Mais elle doit se mesurer très clairement sur le projet qui sera mis en œuvre dans les 5 années de la mandature régionale. Mais Cécile Duflot, est-ce que le simple fait, dans certaines régions, de présenter un ou une candidate écologiste à côté du candidat socialiste, est-ce que ça casse pas l'élan de ce qu'on appelait autrefois le peuple de gauche pour faire justement obstacle au Front National? Eh bien, vous savez, c'est pour ça que je ne peux pas être inutilement taquine à l'égard des journalistes, mais est-ce que vous pouvez regarder ce qui s'est passé lors des dernières régionales? On est en 2010, 1 an après un désastre électoral pour les socialistes, les européennes.
et un grand succès pour Europe Écologie. On annonce la perte de 5, 6, 7, 8 régions pour les socialistes, parce qu'ils paraissent très affaiblis. On dit aussi que les écologistes vont faire un très gros score et que ce sera compliqué dans le cadre de l'accord. Eh bien, moi, je me souviens très bien de cette période. Nous faisons des très bons scores partout en France. 16% en Île-de-France, 17% en Rhône-Alpes, 12% de moyenne au niveau national, si je ne me trompe pas. Eh bien, les fusions se déroulent dans de bonnes conditions. Les socialistes font des scores très moyens et nous gagnons toutes les régions sauf l'Alsace. Toutes les régions sauf l'Alsace. Est-ce que vous pensez que vous ça... êtes facteur d'union, c'est ce que vous dites. On est surtout facteur de dynamisme pour le second tour, parce que la leçon du second tour de la dernière fois, c'est qu'il y a plus de voix sur les listes de deuxième tour qui incarnent cette diversité que sur le total des listes de premier tour. Donc je pense que ce message-là d'une majorité, peut-être sans doute que ce qui s'est passé en 2014, notre départ, a aussi contribué à la fragilisation de la majorité actuelle. Je ne peux que le regretter, mais le constater. C'est-à-dire que cette diversité à gauche, le fait d'être à la fois diverse et rassemblée est une force. Mais il faut ces deux critères. Est-ce que vous n'oubliez pas Rapidement, quelque chose qui est la Mathieu montée du Front National depuis, qui fait que la liste qui va arriver troisième dans toutes ces élections qui vont être très serrées du nord au sud, elle va avoir une immense pression pour se retirer, de façon à ne pas faire le jeu du Front National. Et que la division au premier tour peut effectivement conduire la gauche, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais et Picardie, à arriver troisième, loin derrière les autres, et donc à être conduite à se retirer. Cécile Duflot. Moi, je vais vous dire, je crois profondément que la vision politique où il n'y a que de la tactique, ça ne marche pas. Ça ne marche jamais. D'ailleurs, la technique ne devient juste qu'une salmanie en l'espèce. C'est-à-dire que vous n'obligez pas les gens à voter pour une liste. Personne ne peut obliger qui que ce soit à voter pour une liste. Donc vous pouvez faire une liste avec tout le monde. Si les gens ne votent pas pour cette liste, il se passe la même chose. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé lors des élections municipales. Regardez ce qui s'est passé dans certaines communes où il y a eu des listes. Vous parlez du Nord-Pas-de-Calais, Picardie. À Hénin-Beaumont, c'est une ville dans laquelle je vais faire un meeting vendredi soir. Eh bien, il y a une liste d'union de tout le monde au premier tour. Le Front National a gagné au premier tour. Donc vous voyez bien que ça n'est pas la tactique qui répond, c'est bien le fond et le projet. Et moi, j'espère que des gens qui pouvaient se dire « je ne veux plus voter pour les socialistes, je ne veux pas voter pour la droite, tiens, si je votais pour le Front National », peuvent se dire « ah ben, finalement, en fait, ceux qui font vraiment différemment, c'est les écologistes, par exemple ». Donc, il y a une utilité dans la candidature écologiste. Et donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas réfléchir en termes de tactique. Et enfin, si on est un peu lucide, et moi, je m'astreins à cette lucidité, François Hollande, candidat à la présidentielle, au deuxième tour de l'élection présidentielle, sur toute la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, a fait 53% des voix. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et si on se dit c'est la division, c'est la multiplication des listes, on est hypocrite, c'est-à-dire qu'on ne veut pas regarder et on ne veut pas regarder la réalité en face. Et moi, je pense que si nous voulons ne pas reproduire des erreurs, il faut regarder la réalité en face. Merci beaucoup, Cécile Duflot. Ce sera votre dernier mot. La semaine prochaine, l'invité de Face aux Chrétiens sera le politologue Pascal Perrineau. Nous serons en effet entre les deux tours. Pascal Perrineau est un spécialiste du Front National. Nous pourrons analyser avec lui les résultats de ce premier tour des élections régionales. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver l'intégralité de ces éditions de Face aux Chrétiens sur les sites de La Croix, KTO, Radio Notre-Dame et RCF. En tout cas, merci beaucoup de votre fidélité. À la semaine prochaine.